Cette fois, nous allons vous parler d'un char quelque peu tombé dans l'oubli, mais d'une grande importance historique, puisqu'il s'agit ni plus ni moins du tout premier char français opérationnel, le Schneider CA. Lorsque les Allemands déclarent la guerre à la France le 3 août 1914, leur objectif est de la terminer en 40 jours. Leur progression est telle que début septembre, ils ne sont déjà plus qu'à 40 km de Paris, et rien ne semble pouvoir les arrêter. Ils sont pourtant violemment stoppés par une contre-attaque franco-britannique lors de la première bataille de la Marne, puis repoussés durant la sanglante course à la mer qui épuise les belligérants. Fin 1914, les pertes sur le front ouest, blessés et morts, s'élèvent déjà à plus de 800 000 Allemands, 450 000 Français et 100 000 Britanniques. Le front se fige alors. C'est le début de la guerre des tranchées. Derrière le no man's land qui sépare les deux camps, vaste océan chaotique de boue, les Allemands ont construit un impressionnant et interminable réseau de tranchées, protégés par des kilomètres de fils barbelés qui piègent les assaillants, d'innombrables mitrailleuses qui les fauchent sans pitié et une artillerie de tout calibre qui laboure le champ de bataille. On voit alors apparaître divers projets de machines censés sortir la guerre de l'impasse, allant du char tsar russe à la machine Boireau française. Mais au-delà de ces projets pour le moins douteux, la révolution viendra finalement d'un tracteur agricole. Fin 1914, l'armée britannique utilise de plus en plus de tracteurs à chenilles Holt pour déplacer son artillerie lourde. Cela inspire l'armée française qui demande à la société Schneider de fabriquer un engin équivalent pour ses propres canons. Devant l'urgence, Schneider contacte la société américaine Holt afin de construire sous licence le Baby Holt et en commande une quinzaine fin septembre 1915. Mais rapidement, chez Schneider, on comprend que les excellentes capacités tout-terrain du Holt peuvent servir à bien plus que simplement déplacer des canons. L'ingénieur Eugène Brillier commence alors à travailler sur un concept de véhicule chenillé, blindé et armé s'inspirant des automitrailleuses. Le 9 décembre 1915, Brillier fait la démonstration d'un Baby Holt devant le grand quartier général en présence du général Philippe Pétain. L'engin se montre capable d'évoluer sur un terrain meuble et de franchir divers obstacles. Bien qu'il soit incapable de franchir des tranchées de plus d'1 mètre de large, Brillier estime qu'il suffira d'allonger les chenilles. L'idée d'une automitrailleuse à chenilles semble alors prometteuse, et une dizaine d'exemplaires sont commandés à titre expérimental. C'est alors qu'intervient un homme dont le rôle sera si déterminant qu'il sera plus tard surnommé le père des chars, le colonel Jean Estienne, chef de corps du 22e régiment d'artillerie. Face aux effroyables pertes causées par les mitrailleuses allemandes, il comprend dès fin août 1914 la nécessité de disposer d'engins chenillés, tout-terrain, blindés et armés. Le 25 août, s'adressant à ses officiers, il déclare « Messieurs, la victoire appartiendra à celui qui parviendra le premier à placer un canon de 75 sur une voiture capable de se mouvoir en tout terrain. » Le 1er décembre 1915, pour la 3e fois, il demande une audience au commandant en chef afin d'exposer son idée. Cette fois, sa demande est entendue, et il est reçu le 12 décembre par le général Joffre, commandant en chef des armées françaises. Estienne défend la création de cuirassés terrestres à chenilles, capables de franchir tous les obstacles du champ de bataille. L'engin doit également tracter une remorque chenillée blindée, pouvant transporter 20 fantassins jusqu'aux lignes allemandes. Il imagine ainsi non seulement ce qu'on appellera plus tard char d'assaut, mais également le concept de véhicule de combat d'infanterie. Il estime qu'une attaque surprise de 400 de ces engins pourrait ouvrir une brèche de 40 km dans les lignes ennemies, permettant à l'infanterie de s'y engouffrer. Joffre, impressionné par sa démonstration, le met immédiatement en permission pour qu'il se consacre à son projet. Dès le 20 décembre, Estienne est à Paris pour rencontrer l'industriel Louis Renault. Mais ses usines tournent déjà à plein régime pour l'armée, et il ne peut se lancer dans un tel projet.
C'est alors qu'il est mis en relation avec Brillié. Leurs idées convergent rapidement et dès le 26 décembre, les deux hommes établissent les grandes lignes de ce qui deviendra le Schneider CA. Le même jour, Estienne obtient le soutien du général Pétain et annonce que Schneider peut développer un cuirassé terrestre en 7 mois et en produire 400 avec une première livraison dès août 1916. Le 7 janvier 1916, Joffre apporte officiellement son soutien. Mais tout le monde ne voit pas d'un bon œil le succès d'Estienne et Brillié. En particulier le général Mouret, directeur du service automobile des armées, qui a autorité sur tous les engins motorisés terrestres. Il apprécie peu de voir un artilleur et un civil imposer leurs projets sans passer par son service. Si les puissants soutiens d'Estienne empêchent Mouret de s'opposer frontalement au développement du Schneider, il fait tout pour leur mettre des bâtons dans les roues, multipliant les demandes de modifications et de tests. Mais surtout, il se met en tête de faire développer par son propre service un char supérieur. Pour cela, le 2 février 1916, il donne 2 semaines au sous-lieutenant Fouché, expert en train de roulement à chenilles, pour construire un char capable de franchir une tranchée de 1,50 m de large, là où il sait que le Schneider est limité à 1 mètre. Avec des moyens dérisoires, l'équipe de Fouché réussit cet exploit, et le 21 février 1916 ont lieu des tests comparatifs entre le Schneider et son prototype. Les deux engins réussissent les épreuves et le 25 février, l'armée commande 400 Schneider. Ce qui n'empêche pas Mouret de poursuivre son projet. Il se rapproche des forges et aciéries de la marine de Haumécourt et obtient en avril 1916 une commande de 400 chars Saint-Chamond, sans même que Joffre en soit informé. Cela aura un fort impact sur la production du Schneider. Lors de la signature du contrat le 25 février 1916, Schneider s'engageait à livrer 100 chars d'ici le 25 août et les 300 restants avant le 25 novembre. Pour cela, elle confie l'assemblage à sa filiale Somea et comptait également sur les forges et aciéries de la marine, ce qui devient impossible quand elle commence à produire le Saint-Chamond. Schneider ne peut pas non plus compter sur le soutien actif d'Estienne, ce dernier s'étant tourné vers le futur Renault FT. Résultat, le premier Schneider n'est livré que le 8 septembre 1916, et au 25 novembre, seuls 8 chars sont achevés... Et encore, il s'agit de modèles non blindés destinés à l'entraînement. Pour ne rien arranger, le général Nivelle succède à Joffre fin 1916. Celui-ci donne la priorité aux tracteurs d'artillerie, et Schneider reçoit l'ordre de produire en priorité des Schneider CD. Ainsi, au 1er avril 1917, seuls 208 chars Schneider avaient été livrés. Le 400e ne le sera qu'en janvier 1918. Malgré les retards importants, il reste notable qu'il n'ait fallu que 3 mois pour décider et mettre au point un engin totalement nouveau, et moins d'1 an pour qu'il soit utilisable au combat. Comme la plupart des chars de l'époque, le Schneider ressemble à une grosse boîte posée sur un châssis à chenilles. Il mesure 6,32 m de long, 2 m de large et 2,30 m de haut pour un poids de 13,5 tonnes. À titre de comparaison, le Saint-Chamond faisait 9 mètres de long pour 23 tonnes et le Mark I 8 mètres pour 28 tonnes. Le Schneider se reconnaît immédiatement à son nez pointu, se terminant par une poutre en acier. Cette forme avait été imaginée spécifiquement pour écraser et sectionner les barbelés afin d'ouvrir la voie à l'infanterie, ce qui, rappelons-le, était le rôle principal des chars à l'époque. En théorie, cette forme devait également améliorer le franchissement des tranchées en servant d'appui. Mais dans la pratique, elle provoquait surtout l'enlisement du char sur terrain meuble. 2 queues arrière servaient également à améliorer le franchissement. Mais malgré ça, il ne pouvait franchir un obstacle de plus de 80 cm, étant, comme tous les chars basés sur le Holt, largement handicapé par une garde au sol de seulement 41 cm. Plus compact que les autres chars, il est également forcément plus limité dans le franchissement des tranchées, avec un maximum de 1,80 m contre 3,80 m pour le Mark I
et 2 mètres pour le Saint-Chamond. À l'origine, il était protégé par un blindage uniforme de 11 à 12 mm, à l'exception du toit et du plancher, limité à 5,5 mm. Ce blindage se révéla insuffisant presque immédiatement. Les Britanniques ayant révélé trop tôt l'existence des chars, les Allemands n'ont pas tardé à développer des contre-mesures. Parmi elles, la fameuse balle K, introduite mi-1917. Cette munition à noyau d'acier trempé pouvait percer entre 8 et 12 mm de blindage à 100 mètres. Il fut donc décidé d'ajouter des plaques supplémentaires de 5,4 mm sur les côtés et l'avant, espacées de 4 cm du blindage principal. Si dans le projet initial d'Estienne, il était question d'une remorque blindée transportant une vingtaine de fantassins, l'idée fut finalement abandonnée par la commission. Le Schneider était propulsé par un moteur à essence 4 cylindres de 60 chevaux, conçu spécialement par Schneider. Sa vitesse maximale théorique était de 8 km/h, bien que dans la pratique on soit plutôt autour des 4 km/h. Là encore, à comparer avec les 12 km/h du Saint-Chamond et les 6 des Marques. À 2 km/h, il pouvait gravir une pente de 55 degrés. Le moteur et son radiateur étaient installés à l'avant gauche du char, à côté du conducteur. Les 2 réservoirs de carburant, alimentés par gravité, se trouvaient au-dessus du moteur, juste sous le toit. Ils contenaient ensemble 145 litres, offrant une autonomie théorique de 80 km, mais en pratique plutôt autour des 50. Cette position s'est rapidement révélée catastrophique. Lorsqu'un obus perçait le dessus du char, les réservoirs avaient la fâcheuse tendance à s'enflammer et exploser. Pour y remédier, ils furent remplacés par des réservoirs à double paroi recouverts de feutre absorbant et déplacés dans des caissons en acier à l'arrière. Ce changement nécessita l'ajout d'une sortie supplémentaire sur le côté gauche. Initialement, le Schneider devait être équipé d'un nouveau canon de marine de 37 mm. Mais le développement ayant pris du retard, on opta finalement pour un canon court Blockhaus Schneider de 75 mm. Il n'avait bien sûr pas de tourelle, le premier char à en être équipé étant le Renault FT. Sur le Schneider, il était logé dans une barbette à l'avant-droit du char. Ce qui, comme vous pouvez facilement l'imaginer, était tout sauf pratique, mais rendu nécessaire par les contraintes de dimension du véhicule. Long de seulement 9,5 calibres, il tirait des obus explosifs avec une portée théorique maximale de 2200 mètres. Mais, en pratique, on ne touche rien au-delà de 600 mètres, et il faut être à moins de 200 mètres pour espérer être précis. Il avait une rotation de 60 degrés, une élévation de plus 30 degrés à moins 10 degrés. Sa mission principale était d'ouvrir des passages à travers les barbelés pour l'infanterie et éliminer les nids de mitrailleuses. Le Saint-Chamond a tenté de faire mieux en installant un canon long de 75 mm en position avant, mais ce ne fut pas une grande réussite non plus. Pour l'armement secondaire, on retrouve l'incontournable mitrailleuse Hotchkiss M1914 de 8 mm, avec une de chaque côté. Protégées par un bouclier, elles avaient une portée utile de 1200 mètres, une cadence de 450 à 600 coups par minute, un champ de tir horizontal de 106 degrés et une élévation de plus 20 à moins 45 degrés. La visibilité était cependant extrêmement mauvaise, surtout à courte portée. Cela permettait à des soldats ennemis de s'approcher à quelques mètres sans être repérés, parfois jusqu'à coller une grenade sur le char sans que l'équipage puisse réagir. Et bien que le conducteur dispose théoriquement d'une fente de vision sur le côté pour positionner le char lors du tir du canon, en réalité, il se retrouve bien souvent à sortir la tête par la trappe supérieure pour pouvoir repérer l'ennemi. Il y a également une fente de vision à l'avant de chaque mitrailleuse ainsi qu'une trappe sur le dessus. Plus tard, un viseur périscopique fut ajouté. L'équipage comprenait 6 hommes. Un commandant qui faisait aussi office de conducteur, un canonnier, 2 mitrailleurs, un chargeur et un mécanicien qui servait aussi de second chargeur. L'espace intérieur était particulièrement exigu. La plupart des hommes devaient rester accroupis dans à peine 1,50 m de hauteur.
Pour ravitailler une mitrailleuse, le mécanicien devait littéralement s'allonger sur le ventre. Comme dans les autres chars de l'époque, il n'y avait aucune séparation entre l'équipage, le moteur et la transmission. Résultat, une chaleur étouffante, des fumées irrespirables et un bruit infernal. Un système de tubes phoniques fut ajouté pour permettre une communication interne minimale. Autre ajout ingénieux, une plaque métallique articulée à l'arrière du toit. Peinte à l'arrière, elle pouvait être levée de l'intérieur pour indiquer la position du char aux observateurs situés à l'arrière. Ce fut particulièrement utilisé pour signaler à l'infanterie que la voie était libre. Durant l'été 1917, l'installation d'une radio fut également testée. Un Schneider équipé d'une antenne de 14 mètres parvint à contacter un avion à 2 km. Mais la transmission n'était possible que lorsque le char était immobile. On décida alors de n'équiper que les chars de commandement de 2 unités. Le Schneider CA1, en tant que pionnier, était naturellement imparfait, et Schneider travailla rapidement à l'élaboration de modèles améliorés. Dès septembre 1916, Estienne demanda un char de commandement plus rapide, mieux armé et équipé d'une radio. Cela donnera naissance au Schneider CA2, armé d'un canon de 37 mm en tourelle et de mitrailleuses avant, l'inefficace nez étant également supprimé. Joffre ordonne la production de 50 exemplaires, et le prototype est testé en mars 1917. Mais entre-temps, Estienne préféra miser sur le Renault TSF et n'ira pas plus loin. Entre mai et juillet 1917, à la suite de retours d'expérience des combats, Schneider étudie une modernisation en profondeur, le CA3. Le nez est supprimé, l'espace intérieur est compartimenté et le blindage varie entre 16 et 20 mm. Il est également armé d'un canon de 75 mm en tourelle. Mais Estienne doute sérieusement de l'idée, principalement à cause du poids qui passe de 13 à 17 tonnes, alors que la motorisation reste inchangée. Fin juillet, le comité consultatif commande pourtant 400 exemplaires. Mais Estienne et Pétain, craignant que cela ralentisse la production du Renault FT, parviennent à annuler la commande. Ainsi, le Schneider CA1 n'aura aucune suite. Devenu général de brigade le 8 août 1916, Estienne est nommé commandant de l'artillerie d'assaut et s'occupe d'organiser la création des unités de ce qu'il nommera chars d'assaut. Pour former les équipages, 3 centres d'instruction sont créés. Le premier au Trou d'Enfer à l'ouest de Paris le 15 août 1916 pour la formation de base. À Sercotte le 30 août pour la formation aux manœuvres et aux exercices de tir. Les premiers Schneider d'instruction y arrivent à partir du 6 septembre. Enfin, Champlieux, au sud de Compiègne, le 28 septembre, proche du front, il sert à la formation finale et à l'envoi des unités prêtes au combat. Une bonne partie des hommes est également envoyée 1 mois travailler à l'usine Saumea qui fabrique les chars pour les familiariser avec leur mécanique. Officiellement, tous les hommes affectés à cette arme encore mystérieuse sont des volontaires, venant principalement de la cavalerie et de l'artillerie. Mais en pratique, ils sont parfois désignés volontaires par des supérieurs qui veulent s'en débarrasser. S'inspirant de l'artillerie, un groupe AS est constitué de 4 batteries de 4 chars. Bon, bien que dans la pratique, ce sera généralement 3 chars. Entre le 17 novembre 1916 et le 2 juin 1917, ce sont 20 AS Schneider qui sont mis sur pied. Pour Estienne, il a toujours été clair que, pour être efficace, les chars devaient être utilisés en grand nombre. Mais en haut lieu, on ne voyait pas les choses de la même façon, particulièrement le général Nivelle qui a pris le commandement des armées françaises en décembre 1916. Ayant peu d'intérêt pour les chars, il insiste pour qu'ils soient déployés au combat avant même que l'entraînement de tous les équipages ne soit terminé. Ainsi, la première utilisation des chars français de l'histoire aura lieu le 16 avril 1917 à Berry-au-Bac. Dans le cadre de l'offensive Nivelle, les chars devaient soutenir l'offensive sur le chemin des Dames. Partant de Berry-au-Bac, leur rôle est de percer le front sur une dizaine de kilomètres de large
pour permettre à l'infanterie et à la cavalerie d'exploiter l'ouverture et prendre à revers les défenses allemandes. L'état-major espérait alors rompre le front en 48 heures, ce qui devait, comme tant de plans avant lui, mettre fin rapidement à la guerre. Pour cette opération, 128 Schneider sont rassemblés. Ils sont répartis en 2 groupements, celui du commandant Bossu avec 80 chars et celui de Chaubès avec 48. Si ce secteur particulier fut choisi pour son sol ferme, chose non négligeable vu le poids des engins, la situation est très loin d'être favorable. Les Allemands sont retranchés dans une solide ligne défensive de 7 km de profondeur, divisée en 4 systèmes de tranchées principaux successifs, séparés de 2 à 3 km. Pour ne rien arranger, ils sont positionnés en hauteur, ce qui leur donne une vue dégagée sur le champ de bataille. L'aviation allemande a également le contrôle total du ciel. De plus, avertis de l'existence des chars par leur déploiement précipité par les Britanniques en septembre 1916, ils ont eu le temps de prendre des mesures, élargissant leurs tranchées et mettant au point la Balka. Les Allemands sont également au courant de la présence de chars dans la région, ainsi les chars français ne profitent d'aucun effet de surprise. Devant ces conditions très défavorables, le commandant Bossu tente de modifier les ordres, mais évidemment, en haut lieu, on ne l'écoute pas, et l'opération a lieu comme prévu. À 6 heures, l'infanterie française part à l'attaque après un barrage d'artillerie peu efficace. Elle progresse sur un terrain détrempé, et parvient à prendre les 2 premières tranchées, mais les pertes sont extrêmement lourdes. La progression des chars est elle aussi entravée par la boue. Et en plus des nombreuses pannes mécaniques qui font que certains chars ne dépasseront même pas les lignes françaises, l'avancée se fait sous la surveillance permanente des avions d'observation allemandes qui règlent avec précision les tirs de leur artillerie, alors que de son côté, l'artillerie française n'a pas la capacité de fournir des tirs de contre-batterie efficaces. La largeur des tranchées est également un gros problème et les équipages doivent eux-mêmes aménager comme ils peuvent des passages. En début de soirée, au prix d'efforts incroyables, les chars soutenus par l'infanterie parviennent à prendre une partie de la 3e tranchée. Mais ils n'iront pas plus loin. L'infanterie décimée, épuisée, ne peut continuer. L'opération est un échec. Les derniers Schneider survivants se replient alors péniblement. À la fin de cette journée sanglante, le bilan est terrible. Sur les 128 chars engagés, 76 furent perdus, 57 ayant pris feu suite aux tirs d'artillerie. Parmi eux, celui du commandant Bossu. Le nombre d'incendies particulièrement inquiétant s'explique par la position du réservoir, qui fait qu'il explose facilement dès qu'un obus perce le toit du char, mais également par le fait que, pour compenser sa faible autonomie, des bidons d'essence avaient été accrochés à l'arrière des chars et parfois même à l'intérieur. Chaque char embarquait également une bouteille d'éther pour booster le moteur. Résultat, sur 720 membres d'équipage, 180 furent tués, blessés ou déclarés disparus, alors que 40% de leur infanterie a subi le même sort. Maigre consolation, le blindage des chars s'est révélé bien plus efficace que prévu face aux mitrailleuses et éclats d'obus. Malgré l'échec de l'offensive, le commandement décide de profiter de la concentration des troupes pour tenter de conquérir le chemin des Dames. Cette fois, on prend en compte les leçons de Berry-au-Bac. Ainsi, le groupement de chars est renforcé par un bataillon d'infanterie spécialement formé aux tactiques interarmes afin d'améliorer la coopération avec l'infanterie. On lui adjoint également un avion d'observation, spécialement chargé d'identifier les batteries anti-chars pour coordonner l'artillerie. Il sert également à remonter la position des chars au commandement. L'offensive a lieu le 5 mai, et si dans la plupart des secteurs les attaques de l'infanterie sont des échecs, les chars, eux, atteignent cette fois tous leurs objectifs. Exploitant avec succès la prise de la première tranchée par l'infanterie, ils traversent la seconde, puis aident l'infanterie dans les combats acharnés. Sur les 33 chars engagés, seuls 5 sont détruits, ne faisant que 3 morts. L'échec de l'offensive Nivelle a porté un coup terrible au moral des troupes françaises, provoquant de nombreuses mutineries. Nivelle est alors remplacé par Pétain,
qui, à l'opposé, adopte une stratégie prudente que l'on peut résumer par sa célèbre phrase « J'attends les Américains et les chars ». Il n'y aura plus de grande offensive avant 1918. Ce qui n'empêche pas la prise de la crête du chemin des Dames et de la forteresse de la Malmaison le 23 octobre 1917. Si, sur les 63 chars engagés, dont 41 Schneider, la plupart tombent en panne ou s'enlisent dans un marais avant d'atteindre les lignes allemandes, les 21 qui y parviennent coopèrent efficacement avec l'infanterie. Bien aidés par un brouillard qui les dissimule, les pertes sont faibles. Seuls 6 chars sont touchés par l'artillerie et tous sont récupérés. C'est durant cet engagement que fut utilisée pour la première fois la radio à bord de chars français. Début 1918, les Schneider sont déjà obsolètes, comme tous les autres chars, avec l'arrivée du Renault FT. Mais l'évolution soudaine et rapide de la guerre fait qu'ils resteront en service jusqu'à la fin du conflit. En effet, ayant obtenu une paix séparée avec la Russie, les Allemands rapatrient leurs troupes du front russe et lancent le 21 mars 1918 l'offensive du printemps. Le plan consistait à déborder les Britanniques de la Somme à la Manche et bloquer les ports, dans l'idée que les Français, alors privés du soutien britannique, capitulent avant l'arrivée massive des Américains. C'est la dernière chance pour les Allemands de gagner la guerre, et ils le savent, mobilisant plus de 900 000 hommes. 245 Schneider sont alors encore opérationnels et sont largement engagés. Parmi leurs différents déploiements, on retiendra la bataille de Mads, le 11 juin, où des chars sont pour la première fois de l'histoire utilisés lors d'une contre-attaque mobile. Alors que les troupes allemandes avaient pénétré de 14 km, leur avancée fut stoppée par une contre-attaque française qui les prit totalement par surprise. Sur les 150 chars engagés, 75 étaient des Schneider. S'il se révèle très efficace dans ce type d'engagement et que l'opération est un grand succès, il paie un lourd tribut avec 35 chars perdus. La bataille de Soissons du 18 au 22 juillet, durant laquelle les troupes françaises et américaines, soutenues par 350 chars, dont 123 Schneider, reprennent aux Allemands quasiment tout le terrain conquis lors de l'offensive du printemps. Lorsque la production du Schneider prend fin début août, il n'en reste qu'une cinquantaine opérationnelle. Les pertes ne sont alors plus remplacées et on en cannibalise pour faire fonctionner d'autres. Ils sont alors généralement transformés en véhicules utilitaires, certains reconvertis en véhicules de dépannage et transporteurs pour Renault FT. Il était encore prévu de les déployer pour une vaste offensive en Lorraine prévue pour débuter le 11 novembre 1918. Aujourd'hui, l'unique Schneider survivant est visible au musée des blindés de Saumur. Il est le plus vieux char en état de marche au monde. Si le Schneider CA1 était loin d'être parfait et n'aura aucune descendance, il marque cependant les débuts de la longue histoire des blindés français. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.